Monsieur Naranjo, vous avez la parole. On répondra, vous imaginez bien à toutes les questions à deux voix avec Madame Rougerie. Monsieur Naranjo. J'ai écouté attentivement la présentation du projet. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de bonne volonté, hein, il y a beaucoup de foi, je dirais même une foi démesurée et irrationnelle dans ce projet d'extension du stade à 30 000 places, qui est une foi qui est bâtie sur la croyance en un miracle futur. Mais laissez-moi vous dire aussi qu'il y a beaucoup de com', beaucoup d'ignorance et surtout beaucoup d'esbrouf en la matière. En gros, on essaie de nous vendre un discours de marketing territorial, déconnecté des attentes premières des Clermontois et qui tient pas du tout face à la réalité, une analyse un peu sérieuse de la situation. Alors je comprends que ça fait 15 ans que vous travaillez sur la question, mais des fois il faut savoir dire que des projets sont morts, quoi. Vous l'avez dit, ça date de 2003. 2003, c'est quoi? C'est l'époque où la folie des grands stades a gagné le pays, en vue de la Coupe de l'UEFA 2016 qui va se tenir cette année. À l'époque où nous avons vanté les mérites des stades allemands et anglais nouvelle génération, beaucoup plus familiaux, etc., mais sans nous dire que le modèle économique du foot, pro dans ces pays-là, n'a rien à voir avec ici. Ni même sans nous dire que le rapport de la population dans ces pays-là n'a rien à voir avec ce sport, avec ce qu'il a ici. Et sans même nous dire que ces stades nouvelle génération sont implantés en Angleterre et en Allemagne, dans des aires urbaines 3 fois plus grandes que la nôtre. Alors, ici on discute encore de notre grand stade à nous, mais il y a déjà une douzaine du coup de grands stades qui ont émergé dans le cadre de cet accueil de la Coupe de l'UEFA. Et je pense qu'il faudrait peut-être un peu en tirer les bilans avant de nous amener une délibération comme celle-ci. Ces bilans, ils existent, hein, vous pouvez les trouver partout. Cour des comptes, Sénat, différents économistes, la plupart des sites sportifs, des banques, des cabinets stratégiques en matière de sport, des collectivités. Alors peut-être comme pour l'UNEF, vous pouvez dire qu'on est à la tête de tout ça et que c'est nous qui disons ce qu'on a à faire. Moi je crois pas, mais tous ces rapports-là sont unanimes. Et je vais vous demander de m'écouter plutôt attentivement, parce que la question en la matière, c'est de savoir si on est fou, inconscient ou irresponsable de ne pas tenir compte de toutes ces alertes. Que disent tous ces rapports? Tout simplement que tous ces stades-là sont un échec financier pour les collectivités et un mythe en matière de retombées économiques pour les territoires. Loin d'aider les clubs résidents, un certain nombre de stades ont au contraire plombé leurs finances. Sur la douzaine de stades qui est sortie de terre, il y en a 25% qui sont en faillite ou presque, alors que ça fait seulement quelques années qu'ils sont en fonction. Et si on prend la Coupe de l'UEFA qui s'annonce, l'UEFA elle-même a posé les choses très simplement. La douzaine de stades a coûté 1,6 milliard d'euros et ne rapportera que 1,3 milliard d'euros en retombées économiques et fiscales. C'est donc un échec financier. Mais ce n'est pas le premier, hein. C'est plutôt la règle en la matière quand on discute grand équipement comme ça. Il a fallu par exemple 30 ans au Canada pour rembourser les Jeux Olympiques de 1976, 25 ans pour les Grenoblois et leurs Jeux d'hiver de 1968. Je ne vais pas vous faire ici toute la tournée des grandes compétitions, le résultat est toujours le même. Selon une étude de la Bank of America réalisée entre 1954 et 2006, les pays organisateurs de compétitions et les collectivités ont enregistré une croissance économique inférieure à leur rythme habituel. Donc, contrairement à ce qu'on nous vend, il semblerait que l'organisation de grands événements, en réalité, coûte beaucoup plus que ce que ça rapporte. Les seuls qui peuvent y gagner à la limite sont les clubs, et encore pas tous. Magali en a cité un certain nombre, et je vais peut-être vous en citer d'autres, qui, loin de là, en fait, en réalité, encaissent, font payer les équipements, encaissent les droits TV et claquent tout l'argent dans les salaires indécents pour les joueurs. Alors vous allez me dire, tout ça, ça n'a rien à voir avec Clermont-Ferrand. Moi, il me semblait important quand même de remettre les points sur les i concernant le cadre dans lequel, 1, s'inscrit ce projet, 2, dans lequel s'inscrit le football français et son modèle économique qui est différent des autres pays européens, et 3, les études qui vous sont vendues par des cabinets et qui sont vendues à tout le monde, à tous ceux qui veulent bien mettre la somme, avec toujours les mêmes arguments qui ne tiennent pas compte des territoires, sauf en matière d'exigence. Maintenant, on en vient à notre territoire à nous. Le projet, 30 000 places, comment ne pas voir que c'est totalement démesuré et déconnecté du réel? Le Clermont Foot, ça a été dit, est loin d'être installé durablement en Ligue 1. Il est 6e en Ligue 2. Son plus grand exploit, hormis le fait d'avoir une entraîneuse et non un entraîneur, hein, moi ce que je salue et ce que j'admire... Pardon? C'était pour souligner le fait que ce soit une femme et pas un homme. On dit entraîneur. Ça, c'est encore plus mature. C'est une victoire. C'est une victoire. Je vous demanderai d'être attentif. C'est une victoire avec 1 point de différence sur tir au but contre le PSG il y a 20 ans. Et si pendant ce match-là, on a eu 9000 spectateurs,
Depuis, le Clermont Foot ne remplit en moyenne que 3000 places, 3300 ou 3600, quand la moyenne des clubs de L2 est d'à peine plus de 6000. Donc vous voyez, quand on nous dit que le stade n'est pas rempli à cause des travaux du tramway, non, c'est faux. C'est une moyenne nationale qui concerne l'ensemble de la Ligue 2. Et c'est un chiffre en baisse pour l'ensemble de la Ligue 2 depuis un certain nombre d'années, puisque le meilleur résultat pour la Ligue 2, c'était 8000 places en moyenne dans l'ensemble des stades. Alors voilà. Et si on discute du classement en termes d'affluence des stades de Ligue 2, Clermont se situe 15e dans le classement de Ligue 2, et avec un taux d'occupation de 31,5%. Et vous allez me faire croire qu'avec un taux d'affluence comme ça, on va pouvoir concurrencer les grands clubs de L1. J'ai du mal à y croire, moi. Un stade, c'est pas la garantie de bons résultats sportifs. Bien au contraire, les clubs qui ont dû sacrifier leurs bons joueurs pour pouvoir assumer le coût du stade, vendre leurs joueurs pour payer le stade qui leur a coûté une blinde, il y en a un certain nombre. Je vais vous passer la liste ici, vous pouvez la retrouver sur Internet. Laissez-moi vous citer Marshall Glickman, c'est le PDG de G2 Stratégique, qui travaille avec la Ligue 2 pour améliorer l'affluence dans les enceintes. Il dit une chose très claire. Je préconise de réduire la capacité de certains stades pour créer une forme de rareté. Et là, le gars nous prend l'exemple de Niort, qui, pareil, avait agrandi ses places, mais qui a bâché une bonne partie des places qu'il avait construites pour créer un effet de rareté, pour qu'il y ait la queue au guichet. Il préconise également de mettre fin aux places gratuites, afin que les gens se disent « Putain, ça vaut peut-être le coup d'aller au stade ». Donc, et c'est le gars qui est chargé de travailler sur l'affluence des stades, hein. C'est pas Alain Lafont qui le dit, quoi. Donc vous voyez, si le club ne monte pas, que l'affluence reste la même, vous nous proposez un taux de remplissage qui se situera autour de 10%. 10%. Alors on va dire que je ne crois pas en mon club, qu'il va monter en Ligue 1, etc. Ok, ben on va discuter de la Ligue 1 maintenant. L'expérience montre que 30 000 places pour les clubs de Ligue 1, eh ben c'est une jauge excessive. Il y a 5 clubs de Ligue 1 qui atteignent 30 000 places en termes d'affluence, qui remplissent les 30 000 places. Est-ce que vous allez nous faire croire ici que le Clermont Foot va avoir une affluence supérieure aux Girondins de Bordeaux qui peinent à remplir 19 000 places? Enfin, je vous demande un peu de sérieux quand même, quoi. Vous ne ferez pas croire ça à aucun footeux, et même aux gens qui s'y connaissent pas, vous leur ferez pas croire ça, quoi. Voilà. Le taux d'affluence moyen dans un stade de Ligue 1, c'est 21 000 places. Donc on voit bien que 30 000 places, c'est complètement démesuré, même si on se situe dans le cadre de la Ligue 1. Et là, il y a et sachant que tous ces chiffres-là prennent en compte 30% de places gratuites qui sont distribuées. Voilà. La Ligue 1, c'est 19 matchs joués à domicile. Alors on va nous dire qu'on va utiliser le stade pour d'autres choses. Ok. Vous croyez que tous les stades là, qui ont fait échec, vous croyez que tout ça, ils n'y ont pas pensé? Le stade du Mans, par exemple, dont elle a parlé, Magali, il a accueilli le top 14 de rugby, il a accueilli la Coupe de football américain en 2013, il a accueilli le Tour de France de cyclisme en 2011. Voilà, ça l'a pas mis à l'écart de l'échec financier. Pourquoi? Parce que quand les cabinets d'études vous vendent le fait qu'on peut recycler un stade, ce qu'ils vous disent pas, ce qui rentre pas dans les paramètres, c'est la concurrence avec les autres équipements, les autres stades qui se situent sur le territoire, les grandes salles de spectacle qui, par exemple, empêchent la reconversion possible des stades. Donc je vais pas revenir sur la question des spectacles parce que vous l'avez abandonné, je perdrai du temps. Pour quelque chose sur lequel finalement on est tous d'accord. Mais les activités complémentaires, est-ce que vous croyez sérieusement que des séminaires vont nous rentabiliser le stade? Sérieusement? Sachant qu'en plus ça rentre en contradiction avec d'autres équipements sur le territoire, comme par exemple Polydome, la Grande Halle, etc., etc. Donc ça veut dire en fait, on construit un équipement qui va flinguer en la matière d'autres de nos équipements. C'est débile en période d'austérité. Mais surtout, dans les activités complémentaires, vous nous citez une crèche, vous nous citez tout un tas de trucs. Ok, mais ça, faut pas confondre une crèche et toute la liste qui est là avec l'extension du nombre de places dans le stade. Si vous nous parlez de construire l'ensemble de ce que vous dites ici, nous on vote pour. Mais le stade, ça n'a rien à voir, il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas tenter de nous vendre un stade à 30 000 places pour des activités complémentaires dont je remarque dans la délibération qu'elles sont formulées au conditionnel. Voilà. Alors, vous nous dites, le stade dans sa configuration actuelle ne répond plus aux attentes des utilisateurs. Les utilisateurs, on ne sait pas très bien de qui il s'agit. Est-ce qu'il s'agit des usagers? Moi, je crois qu'ils n'ont pas besoin de 10 places par personne.
Hein. Si on veut discuter d'améliorer leur confort, on peut dire qu'on rembourse certains sièges, on peut dire qu'on fait une buvette plus accueillante, on peut dire qu'on fait tout ça. Effectivement, s'il s'agit d'améliorer un petit peu le confort, je pense qu'on pourrait voter pour, mais ça n'a rien à voir avec 30 000 places. Est-ce qu'on discute des joueurs? Il me semble que les joueurs, ils jouent sur la pelouse, ils jouent pas dans les tribunes, donc pareil. Voilà, je vois pas l'intérêt du truc. Alors maintenant, on va discuter des retombées économiques dont on n'arrête pas de nous vendre le truc, parce que vous nous parlez de développement métropolitain qui irait avec le stade et que le stade pourrait permettre de renflouer le truc. Bon, mais ça, c'est des stratégies de marketing territorial qui vous ont été vendues, certes, mais qui ont très vite montré leurs limites. Pour qu'il y ait des retombées économiques, il faut que l'argent gagné sur le territoire, par les matchs, etc., soit supérieur à l'investissement qu'on a mis pour le stade et pour son fonctionnement. Ça, c'est la question de la rentabilité du stade. Il faut aussi que cet argent-là profite à l'ensemble de l'économie locale et pas simplement au club qui va pouvoir peut-être gagner de l'argent avec. Mais surtout, pour qu'il y ait des retombées économiques, des réels, il faut que le stade soit toujours plein et il faut qu'il soit plein avec des gens qui viennent d'ailleurs. Parce que c'est comme ça qu'on insère de l'argent dans un territoire. Et ça, un stade plein à 30 000 places avec des gens qui seraient extérieurs à Clermont Communauté, ça n'existe pas dans la vraie vie. Mais mettons qu'on y croit, mettons qu'on soit optimiste et que ce soit possible. Et bien même si c'était le cas, ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en Allemagne. En Allemagne, le spectateur en moyenne, il met 8 € en plus de son billet dans le stade quand il va voir un match. Mais en France, combien met le Français quand il va au stade en plus du prix de son billet? Il met 1 €. 1 €. Du coup, toutes les études démontrent en réalité que l'argent qui n'aurait pas été mis au stade, en fait, pour 1 €, eh ben, il aurait été réinjecté dans l'économie locale et qu'on n'a pas besoin d'un stade pour réinjecter cet argent-là dans l'économie locale. Laissez-moi vous citer Jean-Pierre Gaillan, économiste du sport, l'un des principaux dans ce pays, hein, qui est régulièrement consulté par le Parlement sur ces questions-là et qui enseigne à l'université du Maine. J'ouvre les guillemets, les retombées économiques d'une grande infrastructure ou d'une manifestation dans un bassin économique local viennent des dépenses des spectateurs non locaux, c'est ce que je disais à l'instant, qui constituent une injection nette de ressources. Or, dans le cas des stades, ces dépenses sont faibles, contrairement à l'organisation d'événements tels que les Jeux Olympiques, le Tour de France ou un tournoi de Grand Chelem. Je vous ai fait le bilan tout à l'heure de ces grandes manifestations-là qui étaient déjà un échec. Donc imaginez, le stade, c'est pire. Hein. Et la retombée économique est très limitée. Un stade ne crée qu'un petit socle d'emploi en sus d'une éventuelle équipe professionnelle résidente. Il est illusoire de penser qu'édifier un stade est en soi un investissement à haut rendement. Et pour lui, le financement maximum, le plafond maximum que les collectivités et les finances publiques devraient mettre dans un stade, c'est 50%. 50%, on devrait financer maximum à 50% les stades. Laissez-moi vous citer la Cour des comptes. Monsieur Narange, l'avantage économique. Ah, mais laissez-moi terminer. C'est un débat. Justement, on aura des arguments parce que vous nous citez plein d'études. Moi, au moins, je vous en donne le contenu. Je vous demande simplement de vous préparer à terminer parce que ça va faire bientôt 15 minutes que vous. D'accord. Mais j'ai bientôt fini. Voilà. Donc, la Ligue 1, la Cour des comptes, pardon, elle dit que l'avantage en matière d'emploi représenté par un stade, c'est de la croyance. Elle prend exemple, par exemple, sur les 35 clubs de Ligue 1 hors Paris, il y a seulement 20 villes où figurent ces clubs qui figurent dans les 50 premières villes de France. Si on prend l'exemple de la Corse qui a 2 clubs en Ligue 1 régulièrement, eh ben on voit que son économie, c'est pas le grand modèle, quoi. Le contenu en emploi du chiffre d'affaires du football, parce qu'on nous vend l'emploi, il est faible. Il est environ de 2 emplois pour 1 million d'euros de chiffre d'affaires, contre 7 ou 8 par exemple dans le secteur du BTP. Alors on va me dire que oui, mais construire un stade, ça suscite le BTP. Ok, mais la création d'emplois, elle sera réelle. 1, si déjà ça va être des emplois précaires le temps de la construction. 2, si vous n'avez pas recours à des travailleurs détachés ou à des gens extérieurs de l'agglo. Et là, je me permets quand même de citer l'ensemble des derniers grands projets où on a eu recours massivement aux travailleurs détachés et à des gens extérieurs de l'agglo. Donc en termes de retombées d'emplois sur notre territoire, j'y crois peu. Et enfin, est-ce que l'extension du nombre de places va pouvoir financer l'investissement? Non, parce que l'argent principal des clubs, c'est les droits TV et la billetterie représentent seulement 10 à 20%. Donc, quand vous nous parlez par exemple de rayonnement métropolitain, j'aurais envie de vous dire juste, soyez en cohérence avec votre propre orientation. Vous nous dites que vous êtes capitale européenne de la culture. Eh bien à Clermont, on a un festival international du court-métrage qui est en position de leadership mondial et qui se sent
un peu à l'étroit dans ces locaux au quotidien. On met l'argent là-dedans, voilà. Donc pour finir assez rapidement, pour nous c'est un projet coûteux et non prioritaire. On n'est pas dans le cas, par exemple, de la Comédie qui n'avait pas de lieu jusque-là. Hein. Le Clermont Foot a un stade et plutôt des bons équipements. C'est un investissement coûteux, 77 millions d'euros, vous nous dites. Bon, à partir de ce chiffre, j'ai envie de dire combien de maisons de quartier, combien de lieux culturels ou autres. Un fonctionnement de 2 millions par an. Hein, donc quand on nous dit qu'il faut réduire les coûts de fonctionnement, ça veut dire en gros le million supplémentaire, c'est soit les autres services qui vont devoir le payer à faire des économies pour assumer le coût du stade, soit les associations. Vous nous proposez un scénario qui coûte deux fois plus cher qu'un autre, et en plus ces chiffres-là de 77 millions d'euros, enfin pareil, c'est à la baisse. Minimum ça va coûter 100 millions d'euros, alors on va dire c'est Alain Lafont qui toujours exagère les choses. Très bien, je vais vous citer juste les chiffres des autres stades qui ont été construits ces dernières années. Toulouse, coût estimé de départ, 41 millions d'euros. Coût à l'arrivée, 43. Saint-Étienne, coût de départ estimé, 58. À l'arrivée, plus de 73. Le Havre, coût de départ estimé, 80. À l'arrivée, 101 millions d'euros. Valenciennes, coût de départ, 67 millions d'euros. À la fin, 75 millions d'euros. Grenoble, coût de départ, 25 millions d'euros. À l'arrivée, plus de 90 millions d'euros. Le Mans, coût de départ, 60 millions. À l'arrivée, 129 millions d'euros. Lille, coût de départ, 324 millions d'euros. À l'arrivée, 690 millions d'euros. Bordeaux, coût de départ, 183 millions d'euros. À l'arrivée, entre 467 et 542 millions d'euros. Marseille, coût de départ, 165 millions. À l'arrivée, 627 millions d'euros. Et Nice, coût de départ, 100 millions d'euros. À l'arrivée, 426 millions d'euros. Et ces chiffres-là ne prennent pas en compte simplement les PPP, mais aussi les projets financés en MOP. Et du coup, laissez-moi vous dire, et vous citer pour la dernière fois, le rapport du Sénat qui s'appelle Grand Stade pour un financement public les yeux ouverts. Qu'est-ce que préconise ce rapport du Sénat? 1. De proportionner la taille des infrastructures sportives aux besoins réels de long terme du club utilisateur. Je vous ai démontré que le compte n'y était pas. Il propose d'intégrer dans le débat public, pour qu'on ait les yeux ouverts, un scénario résolument négatif. C'est-à-dire, en gros, pour pouvoir se prononcer sur cette question, il nous faudrait différents scénarios. C'est-à-dire, si le Clermont Foot est en Ligue 1, comment ça va se passer? Si le Clermont Foot est en Ligue 2, comment ça va se passer? Si le Clermont Foot est en CFA, comment ça va se passer? Je vous ai demandé cette étude-là en commission, on l'attend toujours, et on demande à ce que ce soit transparent. Il demande à ce que ce soit l'État qui assume le financement de ces trucs-là et qui le limite aux structures accueillant les grands événements internationaux. Donc pour conclure, on nous demande d'avoir foi en un miracle futur qui n'a existé nulle part. Hein. Moi je vous dirais que dans toutes les grandes religions, on a d'abord attendu le miracle avant d'avoir la foi. Autant autrefois, le clivage pouvait être idéologique, aujourd'hui c'est un clivage de bon sens. Et pour terminer, je vous fais des propositions. Puisque ce projet est inutile, coûteux, injuste et même dangereux pour les finances, je vous fais des propositions. Donc, on appelle le plus grand nombre naturellement à s'opposer à ce projet. On demande à ce que l'ensemble des études que vous citez soient rendues publiques et qu'il y ait cette fameuse étude de scénario pessimiste. On demande à ce que cette décision soit soumise à référendum, puisque c'est possible. Hein. D'ailleurs, M. Hollande vient de le démontrer sur la question de Notre-Dame-des-Landes, afin que nos citoyens se prononcent sur la question. Et si vous êtes sûr de la justesse de votre politique, n'ayez pas peur de la démocratie. Le stade sera approuvé par les citoyens. Et dans ce cadre-là, nous on fera des propositions alternatives, le financement des transports gratuits, la transition énergétique et écologique, le soutien à l'emploi. Monsieur, vous êtes... Voilà, on a bien compris le message général, je vous remercie. La parole est à Monsieur Bonnet. Je vous rassure, je serai plus court, même si tous les arguments que je partage, une grande partie des arguments très bien chiffrés et étayés de Florent et de Magali.